Bonjour à toutes et tous. Je vais animer cette table ronde intitulée L'infection VIH, une infection comme les autres, point d'interrogation. Je suis donc Christophe Martet, président de Vers Paris et Seine-Saint-Denis sans sida. Avant de donner la parole à mes guests, mes invités prestigieux et prestigieuses, il nous manque Mathilde, mais je pense qu'elle va arriver. En fait, je voulais faire une petite introduction avant aussi de passer le témoignage d'une personne de l'association Action Traitement qui témoigne pour la première fois, une personne vivant avec le VIH. J'aime pas le mot personne concernée. Voilà, je pense qu'il faut dire soit séropo, soit personne vivant avec le VIH, mais concerné. Je pense qu'on est tous et toutes, y compris des personnes qui ne sont pas séropos, concernées par cette épidémie. Donc voilà. Alors oui, est-ce que c'est une infection comme les autres? J'ai envie de dire, d'un point de vue médical, bien sûr que prendre aujourd'hui un traitement une fois par jour, un comprimé, bah oui, ça fait que, enfin, je parle pour moi, mais enfin, je parle pour beaucoup de personnes séropos, mais y compris pour des vieux séropos qui sont passés par à peu près tous les traitements. Bah, aujourd'hui, une bithérapie que vous prenez le matin, oui, ça fait que voilà, on contrôle son épidémie, son VIH. On contrôle aussi le VIH parce que la prévention aussi. Aujourd'hui, on sait qu'avec notamment la PrEP, bah voilà, on peut contrôler sa prévention. Les PVVH vivent à peu près une vie similaire aux autres personnes, aux personnes non infectées. Et le VIH, c'est un peu banalisé. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose? Voilà, c'est pas à moi de répondre, mais pour répondre oui à cette question. Pour répondre non, rappelons qu'on n'en guérit pas. Rappelons qu'elle n'impacte pas tout le monde de la même façon. Et je pense ça a été abordé ce matin, mais en particulier, c'est pas la même expérience de vivre comme moi, un garçon blanc, cisgenre, gay, dans le centre de Paris, enfin dans le 20e. Et qu'une personne issue d'une minorité, issue de l'immigration, une personne noire, une personne arabe, une personne venant d'un pays en guerre et qui n'a pas la même expérience, les mêmes conditions de vie. Ça reste marqué quand même par une très très forte discrimination, bien sûr. Et elle convoque aussi tellement de choses par rapport au-delà justement des aspects médicaux. Et dernièrement, c'est pas une infection comme les autres parce que justement, je pense que l'élément majeur quand même, c'est la place des personnes vivant avec le VIH dans cette épidémie, dans la construction de la riposte, dans leur engagement dans les associations communautaires, leur prise de parole, leur engagement dans la recherche. Et donc, on est là, bien vivante et toujours d'attaque. Voilà, donc dans cette table ronde, on va beaucoup parler de visibilité des vécus des personnes avec le VIH, en particulier sur la question du dire ou pas dire, de l'invisibilité, de l'intersectionnalité, des représentations du VIH dans les fictions. On a voulu élargir à, cette discussion justement sur des aspects qu'on n'a pas abordés jusque-là, c'est-à-dire épidémiologiques ou socio-économiques. On va vous proposer un peu d'autres récits. Et puis on essaiera de garder un peu de temps pour les questions, si vous n'en avez pas marre et si le temps ne va pas passer trop vite, à la fin de la table ronde. Mais dans un premier temps, donc, je vous propose, messieurs, de lancer la petite vidéo, enfin l'audio. Donc c'est une personne de l'association Action Traitement qui, pour la première fois, témoigne de son vécu en tant que personne vivant avec le VIH. J'ai appris ma séropositivité à la fin des années 90. L'annonce, c'était un peu comme mon arrêt de mort qui m'était signifié. Donc, la suite, c'était un petit peu complètement le flou. La question de le dire ou pas se posait même pas. C'était pas du tout la problématique de savoir si on allait le dire, si j'allais le dire, si j'allais pas le dire. Non, la question, c'était de savoir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais... par rapport au contexte, quand on apprenait ça, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. C'était la fin. Enfin, plus dans la fuite et je sais pas, disparaître, me faire oublier. Stay tuned. J'ai appris ma séropositivité à la fin des années 90. L'annonce, c'était un peu comme mon arrêt de mort qui m'était signifié. Donc, la suite, c'était un petit peu complètement le flou. La question de le dire ou pas se posait même pas. C'était pas du tout
la problématique de savoir si on allait le dire, si j'allais le dire, si j'allais pas le dire. Non, non, la question c'était de savoir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais... Par rapport au contexte, quand on apprenait ça, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. C'était la fin. Enfin, plus dans la fuite et je sais pas, disparaître, me faire oublier en fait, parce que je me disais que j'allais, qu'il me restait plus. On coupe, ouais. On est désolé, et je suis surtout désolé pour cette personne de ne pas pouvoir vous partager avec elle, avec vous, pardon, son témoignage. Alors, comme quoi un malheur n'arrive jamais, enfin un malheur, une difficulté n'arrive jamais seule, parce que je voulais parler avec Mathilde Perret pour commencer, mais je crois qu'elle n'est pas arrivée, ou elle n'arrivera peut-être pas d'ailleurs. Julia me confirmera. Donc on va quand même continuer. Et ce que je voulais, c'est faire une discussion plutôt que des présentations un peu comme ça, PowerPoint, etc. Je voulais qu'on ait une discussion. Donc on va justement, et avec Mathilde, je voulais aborder la question du dire ou pas dire, du vécu, d'un point de vue, enfin en tout cas avec un éclairage sur ses recherches en Afrique, parce que justement, on a beaucoup parlé ce matin sur les expériences peut-être des hommes gays, mais que c'était intéressant de voir avec elle. Bon, on verra si elle arrive dans la discussion. Alors une autre façon d'aborder justement cette visibilité, on va commencer par toi, Didier Roth-Bettoni. Donc tu es journaliste, historien du cinéma, en particulier tu as écrit une bible énorme dont je me sers tout le temps sur l'homosexualité au cinéma. Et tu as traité aussi de cette question justement des années SIDA à travers un super documentaire. Je vous invite à regarder, à écouter sur France Culture, hein, Quand la création raconte le SIDA. Justement, est-ce que dans un premier temps, tu peux répondre à cette question? Est-ce que dans le domaine du cinéma, des arts visuels, enfin en tout cas du cinéma, de la télévision, le VIH est une infection comme les autres? Ça dépend. Merci Christophe, merci pour l'invitation. Ça dépend évidemment du moment où on se place. Si on se place lorsqu'on appelle ce que j'appelle les années SIDA, c'est-à-dire cette période d'avant l'arrivée des thérapies, évidemment c'est une infection qui n'est pas du tout comme les autres. Parce que c'est la seule maladie, à ma connaissance, qui va générer, d'un point de vue artistique, cinématographique, mais artistique plus largement, une forme spécifique. Évidemment, il y a des films, il y a des livres qui traitent de la tuberculose, qui traitent du cancer, qui traitent de toutes les maladies possibles et imaginables. Mais aucune maladie n'a, comme le sida, généré une forme artistique très spécifique, qui est la création à partir de soi, très largement, puisque la plupart des artistes, des cinéastes, des auteurs, etc., qui ont travaillé sur la question du VIH-Sida sont des personnes concernées, pour le coup, qu'elles soient concernées directement ou que leurs entourages aient été concernés dans ces années 81-96. Et donc il y a toute une production qui fait que de films, d'œuvres de toute nature, une mobilisation artistique, une mobilisation cinématographique autour de la maladie, qui fait qu'il y a une forme très spécifique qui se met en place, qui est une forme de combat, qui est à la fois une forme de témoignage de ce que vivent ces artistes, et combat contre l'invisibilisation justement de la maladie, la stigmatisation générale, publique, politique, souvent, qui pouvait avoir lieu dans ces périodes-là. Et puis, ça c'est la période... En tout cas, d'un point de vue artistique, c'est presque une période bénie. C'est une période où vont naître des œuvres extrêmement puissantes pour parler de la maladie. Et puis, il y a toute la période beaucoup plus contemporaine, qui est une période de l'invisibilisation de la maladie. Moi, je suis... Quand on a commencé à parler de cette table ronde, c'est très compliqué de trouver des œuvres aujourd'hui qui parlent encore du VIH-Sida. Des films, notamment, qui parlent pas d'un point de vue historique. Parce que, évidemment, ça, il y en a plein. Les 120 battements par minute, le dernier film de Gaël Morel, Dallas Buyers Club, Normal Heart, je peux vous en citer 50. Des films qui parlent justement de cette période. Mais des films qui parlent de la situation du sida, des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, ben, il n'y en a quasiment pas. Il y a évidemment le film du Castelmartino, Théo et Hugo dans le même bateau, qui parle justement d'un rapport non protégé en sex-club, et ensuite d'une traversée de Paris pour aller prendre un traitement post-exposition.
Et à part ça, en termes de fiction, il n'y a quasiment rien. Heureusement, il y a les séries qui rattrapent un petit peu le coup pour le coup. Pas tant que ça d'ailleurs. Hein. Là aussi, les séries, elles sont beaucoup sur un point de vue historique, rétrospectif, que je pense à Pose, que je pense à It's a Sin, etc. Ou la série qu'avait faite Gus Van Sant, dont le titre m'échappe au moment où... When We Rise. Mais les séries qui parlent du VIH-Sida aujourd'hui, bah, elles sont quasi inexistantes. Il y en a un peu plus. Il y a Scam France, qui a fait dans sa saison 8 un regard tout à fait intéressant justement sur une jeune femme qui découvre hétérosexuelle, qui découvre sa séropositivité et comment elle va vivre avec ça et comment elle va avoir des rapports avec ça. Et puis, il y a Sex Education, la série anglaise, qui traite aussi de cette question-là de façon très intelligente. Mais voilà, ça reste quand même... Il y a vraiment un angle mort aujourd'hui de la représentation du sida dans le cinéma et à la télévision. Et j'ai envie de dire, dans beaucoup d'art, dans beaucoup de formes artistiques aujourd'hui, hein, largement au-delà du cinéma ou de la télé. J'en voudrais preuve, même si c'est un raccourci un peu rapide, les grandes expositions qui ont pu avoir lieu ces dernières années, que ce soit à Marseille, au Mucem, que ce soit au Palais de Tokyo ou que ce soit à Strasbourg l'année dernière, qui quand même beaucoup se focalisaient sur les représentations, soit historiques, soit venant de cette période historique, beaucoup plus que sur des créations contemporaines. Mais est-ce qu'on sait si dans d'autres pays, et en particulier des pays où la prévalence, l'incidence du VIH est forte, dans les pays africains, etc., est-ce qu'on sait si des cinématographies continuent de se préoccuper d'insérer, enfin, de mettre en scène des personnages, hommes et femmes, infectés par le VIH? Pour parler de l'Afrique, la situation du cinéma en Afrique est tellement... La production africaine de cinéma, elle est quand même très très limitée en termes de nombre de films produits. Les séries sont très importantes, hein, au Nigeria. Alors oui, évidemment, il y a ce qui se passe au Nigeria, mais où là on est beaucoup plus sur la production, elle est très homophobe dans la production nigériane sur ces questions-là. Et donc dans ce cadre du cinéma africain qui est extrêmement... Le mot pauvre est un mot terrible, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est en quantité très très faible. Évidemment, cette question du SIDA, dans une masse très faible, c'est pas du tout une question prioritaire. Donc non, malheureusement, c'est un peu plus le cas en Amérique du Sud, où il y a des films effectivement ou des séries là aussi qui abordent plus frontalement ces questions-là aujourd'hui et le vécu aujourd'hui du sida, mais quand même, ça reste quand même très largement minoritaire. Et cette focalisation sur le passé, sur l'histoire, sur les représentations de l'époque des années sida, elle est extrêmement forte parce que, c'est terrible ce que je vais dire, mais parce que scénaristiquement et visuellement, c'est évidemment beaucoup plus fort. La mort, c'est plus fort qu'un traitement. Le Kaposi, c'est plus fort que prendre un médicament. Donc, d'un point de vue visuel, d'un point de vue cinématographique. Donc je pense que pour les cinéastes, les scénaristes, c'est évidemment très difficile, compliqué de comment on aborde ces questions-là aujourd'hui et la situation du VIH aujourd'hui. Mais justement, quand je disais tout à l'heure que le sida, le VIH, c'est peut-être banalisé, c'est aussi cette idée qu'on voit de plus en plus dans les séries, dans les films, des personnages LGBT, gays, lesbiens, bi, trans, et ça c'est bien, y compris dans des séries très grand public. Vous voyez, à 20h, je ne regarde pas forcément ces trucs-là, mais à 20h30 sur France 2, enfin maintenant c'est 21h, sur France 2, enfin sur les chaînes grand public, parce que quelque part dans le cahier des charges, c'est des chaînes qui se disent, bon voilà, j'ai dans ma responsabilité sociale et environnementale, etc., la nécessité d'inclure les personnes. Et on pourrait se dire, de la même façon qu'on a banalisé le fait que parfois, tiens, il y a un personnage lesbien qui arrive, enfin une femme qui arrive, et tout d'un coup, paf, on voit qu'elle embrasse sa copine. Voilà, c'était la dernière série là sur la politique. Voilà, elle tombe amoureuse d'une fille. Et c'est dit comme ça, c'est pas dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va en faire un sujet. Non, là, le coup, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte de banaliser aussi. On rajoute pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des personnages gays, des personnages lesbiens ou des personnages trans, et en plus leur rajouter. Voilà, quelqu'un parlait dans les tables rondes ce matin de l'effet cumulatif des choses. Dans les séries, c'est très compliqué de cumuler
un certain nombre de choses qui rendent les spectateurs totalement étrangers à ces personnages. Et je pense que ça, c'est des vrais défis qui sont à relever à l'avenir pour ceux et celles qui écrivent des séries ou des films. Alors on va continuer cette discussion avec toi, Charlotte Pézéril. Pardon. Tu es anthropologue, hein, chercheuse à l'Observatoire du sida et des sexualités de l'Université libre de Bruxelles. Et tes recherches portent depuis une quinzaine d'années sur les dynamiques de stigmatisation et de discrimination des personnes vivant avec le VIH en Belgique, incluant la pénalisation de la transmission. Hein, c'est vrai que c'est un aspect dont on parle peu, mais qui est évidemment hyper important. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter justement cette enquête que tu as réalisée sur les plaintes pour discrimination liées au VIH, hein, que tu as publiée en 2011. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est comment le poids du secret peut impacter les PVIH et avoir un impact sur leur santé. Et notamment, je cite une personne que tu as interrogée, canaliser mon énergie à m'occuper de ma santé avec le VIH, c'est aussi un travail à plein temps. Alors, le dire ou pas, est-ce que c'est un enjeu très important en entreprise ? C'est un enjeu majeur, on le sait. Et ce qui est très étonnant, je trouve, parce qu'effectivement, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille ces questions-là, c'est qu'autour des discriminations et du stigma, on n'a pas beaucoup avancé. C'est assez terrible, mais on n'a pas beaucoup avancé. Et quand on fait des entretiens avec des personnes nouvellement diagnostiquées, le diagnostic reste un moment ultra traumatisant. Moi, quand j'entends banalisation, normalisation, ça dépend pour qui. Alors, au niveau des politiques publiques, très clairement, ça c'est sûr. Mais au niveau des personnes diagnostiquées, de leur entourage, de leurs partenaires, etc., je pense qu'on en est encore assez loin. Et même se rajoute la couche, et ça c'est sur des entretiens plus récents, de personnes aussi qui me disent, justement, ce sentiment d'invisibilité publique fait qu'ils se sentent encore moins reconnus dans leur subjectivité et leur intimité. Je pense qu'on l'a un petit peu aussi entendu ce matin. Et ça, c'est aussi difficile à vivre. Le fait, il n'y a plus beaucoup de mobilisation. Ça devient difficile. Nous, on s'est battu en Belgique justement pour encore avoir un plan national VIH et non pas santé sexuelle. Alors, on s'est battu pour garder cette spécificité-là aussi parce que ça a été dit, mais en fait, si on ouvre santé sexuelle vraiment et qu'on inclut la santé reproductive, mais c'est des centaines d'acteurs. Et on est un tout petit pays, donc j'imagine même pas en France qui il faudrait mettre autour de la table pour vraiment aborder ces questions-là. Mais voilà, ça c'est vraiment une des premières choses, c'est que cette enquête montre, non, dans l'emploi, ça reste absolument décisif et bien évidemment la personne n'est absolument pas tenue de le dire. Maintenant, souvent, et c'est ça qui est très difficile dans les entretiens que j'avais menés, c'est que les personnes elles-mêmes décident de le dire pour une raison ou une autre. Soit il y a eu des absences, soit il y a les collègues ou le patron qui dit tiens, t'as pas l'air bien. Ça part comme ça de questions qui ont l'air bienveillantes, où la personne va révéler sa séropositivité et derrière, malheureusement, il y a licenciement, mise à l'écart, etc. Oui, puis ce qui est intéressant aussi dans ton enquête, justement, c'est la distinction que tu fais entre une discrimination qui est vraiment liée à une stigmatisation. Donc ça veut dire en gros, je divulgue mon statut et là tout d'un coup, je suis face à une réaction discriminante, mais aussi ce que tu appelles justement les discriminations indirectes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des dispositifs, à ce que j'en ai compris, qui font que indirectement, ça va impacter les personnes vivant avec le VIH. Est-ce que tu peux un peu détailler ça, typiquement, c'est le questionnaire médical pour les assurances, par exemple. Et là, d'ailleurs, on est en train de réfléchir en Belgique, mais je sais qu'en France aussi, vous avez une nouvelle loi sur le droit à l'oubli pour les assurances et dans quelle mesure on pourrait inclure les personnes vivant avec le VIH et pas uniquement donc celles diagnostiquées avec un cancer qui sont en rémission. Donc, il y a toute cette question-là où est-ce qu'on peut même supprimer, sous certaines conditions, mais le questionnaire médical lui-même parce que là, donc c'est pas une discrimination directe liée au VIH, mais on sait qu'indirectement, ça pose des soucis finalement d'accès à la propriété. Parce que c'est ça, et donc très inégalitaire avec ceux qui peuvent payer les 100% de surprime ou les 80% de surprime, vont le faire, ou ceux bien évidemment qui héritent de la famille, ça on ne demande pas leur statut. Mais donc oui, il y a ces discriminations, avec les assurances, mais dans d'autres, là, on mène actuellement une enquête sur les professionnels de santé.
Et il y a eu en Belgique, là, avant l'été, la première condamnation d'une gynécologue pour refus de soins. Et de façon tout à fait exceptionnelle, la dame était venue avec sa fille, et sa fille, quand elle a senti que ça partait, a enregistré. Parce que le gros problème, c'est ça. C'est, bien sûr, on a un ou une professionnelle qui nie et d'ailleurs, au départ, qui se défendait, mais j'ai pas refusé le soin, c'est que je n'étais pas capable, j'ai renvoyé vers un professionnel plus compétent. On sait que c'est très souvent ce qui est amené. Et là, ça n'a pas été retenu. Alors, autre problème, c'est toute la question de l'intersectionnalité des discriminations, qui est aussi complètement invisibilisée d'un point de vue juridique. Mais il y a beaucoup enfin, voilà, on travaille vraiment sur cette question-là, puisque là, il y avait également la question raciale qui était posée, mais là, la discrimination raciale n'a pas été retenue dans ce cas-là. Et c'est autre chose que je voulais dire. Alors, Gabriel l'a amené ce matin. De qui on parle? Qui est invisible? Pour moi, quand même, il y a quand même une invisibilisation des femmes qui est assez flagrante. Alors, femmes migrantes, bon, ça aussi, ça sera à interroger. Nous, maintenant, on parle davantage de femmes afrodescendantes dans les publics prioritaires, puisque beaucoup, en fait, sont nés sur le territoire. Donc c'est davantage la question raciale que la question de la migration. Enfin, en tous les cas, c'est intéressant de se poser la question des deux questions, mais avec aujourd'hui des outils. On a parlé de la PrEP, c'est 99% des hommes. Donc oui. Les femmes sont complètement 99, c'est ça? Ouais, oui, j'avais toujours perdu. Donc 96%, je crois, en France. Donc on n'est pas très loin, ouais. malheureusement. Ouais. Et oui, justement, et tu as Grande-Bretagne, parlé, c'est pareil. Ouais, enfin, ouais. c'est tout à fait massif. Tu as parlé justement de l'intersectionnalité. Tu avais consacré dans la revue de sciences sociales Émulation en 2020 justement un chapitre sur ça, sur ce qui était intitulé De l'invisibilité au déni de l'intersectionnalité. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler un peu plus justement de ces effets conjugués, ou je ne sais pas comment dire, mais voilà, qui se démultiplient parfois? L'autre étonnement dans cette enquête, donc il y a une enquête, d'abord j'ai analysé les dossiers pour discrimination, donc il faut voir le filtre. Donc vous, l'équivalent, c'est le défenseur des droits. Il faut déjà que les personnes conscientisent potentiellement avoir été discriminées, et puis surtout qu'elles fassent la démarche de contacter. Alors chez nous, c'est UNIA, le Centre pour l'égalité des chances. Donc c'est vraiment un filtre majeur. Et donc j'ai d'abord consulté les dossiers, et puis j'ai proposé des entretiens avec les personnes qui avaient contacté UNIA. Et en fait, parce qu'après je disais, mais est-ce que vous avez eu d'autres discriminations? Ah non. J'ai bon, mais est-ce que vous avez eu des problèmes? Juste des problèmes comme ça, liés au fait d'avoir été diagnostiqué séropositif. Et là, mais les personnes déroulaient, en fait, je me rendais compte comment on sous-estime, en fait, largement les discriminations. Alors qu'on a un discours plutôt répandu de « Oh, mais les gens exagèrent, ils pensent, ils ramènent tout au VIH ou à d'autres types de discrimination. » La même chose pour les questions raciales ou les personnes trans, tout type de discrimination. En fait, non, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est plutôt... Non, c'est vraiment l'inverse. En fait, potentiellement, les gens vivent plusieurs discriminations, souvent effectivement des discriminations croisées ou intersectionnelles, donc liées à la couleur de peau, à l'orientation sexuelle, etc. À l'âge aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une donnée importante. Et elles-mêmes ne conscientisent pas cet état de fait. Donc ça, c'est une première chose. Et après, en termes de dispositifs législatifs, et en plus institutionnel en Belgique, puisqu'on a deux, il y a UNIA, mais qui ne traite pas les questions de genre. Les questions de genre, c'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc si on a on va dire une double discrimination, en fait, on doit faire appel à deux institutions, ce qui est très très pratique pour penser l'intersectionnalité. Bon, il n'y a pas ce problème-là en France, mais il y a cette question institutionnelle, mais après juridique, où même on leur demande de choisir, en fait, souvent. Mais justement, tu as travaillé beaucoup sur ces questions de pénalisation de la transmission. Est-ce que, là, sur le temps long, j'ai envie de dire, de tes recherches, tu as vu une évolution éventuelle avec le U égale U, c'est-à-dire le fait quand même qu'aujourd'hui, une personne en traitement ne transmet plus le VIH à ses partenaires sexuels. Est-ce que ça a quand même changé dans la tête des gens, dans la législation, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas? Oui, alors, en Belgique, pas vraiment encore. Mais en France, oui, puisqu'il y a eu des cas et en Suisse, les premiers. Bon, d'ailleurs, c'était le docteur Hirschel qui avait été appelé à la barre pour vraiment expliquer les effets d'une charge virale indétectable.
Alors oui, quand même, ça commence à être pris en compte dans les procès. Maintenant, la question est que en Belgique, on ne pénalisait absolument pas, hein, comme en France. C'est une dynamique récente et une dynamique qui arrive en même temps que l'efficacité des traitements, ce qui est quand même aussi assez surprenant. Hein. C'est à partir du moment où le VIH se chronicise qu'en fait, on pénalise. Enfin, en tous les cas, des pays qui ne pénalisaient pas avant, comme la France ou la Belgique. La Suisse, elle, pénalisait très tôt, la Suède aussi. Bon. Et on a à peu près, au niveau du code pénal, une même administration de substances nuisibles, un peu comme en France. Et nous, la première condamnation en Belgique, c'est 2011. Donc c'est récent. Et la première condamnation, alors qu'il n'y a pas eu transmission du VIH, donc pour exposition au risque de transmission, c'est 2017. Et donc, en 2017, normalement, on y est déjà. Et là, c'est une histoire complètement folle entre hommes. Un homme qui accuse, finalement, on s'est rendu compte, qui accuse un travailleur du sexe, donc il l'a payé pour une simulation de viol, qu'il a payé, ça il retrouve, enfin la justice écarte très très vite le viol, puisqu'il retrouve les échanges entre le client et le travailleur du sexe brésilien sans papier. Et qui va être arrêté de manière préventive, qui va quand même faire plusieurs mois, parce que c'est ça, là, on a des gens en tôle, hein. La pénalisation, c'est ça. Et à nouveau, là, la normalisation, non, c'est la seule infection qui fait que des gens se retrouvent emprisonnés. C'est la seule. Enfin, où on est accusé d'avoir transmis ou d'avoir exposé, effectivement, puisque là, ce client n'a pas eu le VIH, mais la seule charge qui a été retenue contre lui, contre ce travailleur du sexe, était tentative de transmission de substances nuisibles pouvant altérer gravement la santé. Et il a pris 8 mois. Donc c'est pas rien. Et on est en 2017. D'ailleurs, c'était une personne qui a été suivie à Paris. On n'a pas eu accès au dossier médical et le médecin n'a jamais été auditionné. Donc on ne sait même pas, en fait, les avocats ne se sont même pas posé la question de la charge virale. Donc en fait, on ne sait même pas, est-ce qu'il y avait un risque réel de transmission. On en est là, c'est 2017. Voilà, c'est pas si vieux. Normalement, on était déjà dans le I égale I. Non, c'est très... Enfin, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est très préoccupant, cette dynamique de pénalisation. On commence à avoir des cas, alors là, dans les pays anglo-saxons, d'autres IST. Je disais, là, en Australie, la syphilis, par exemple. Et là, on va s'arrêter où ? En Belgique, on a eu... Ah oui, autre chose, je sais pas, je peux encore... Vas-y, bien sûr, oui. Ça va, autre chose importante, si je peux me permettre. Non, mais j'ai beaucoup aimé aussi, et ça, on a la même chose en Belgique. On oublie souvent le plaisir, hein, quand même, dans cette question-là. Donc, merci, Gabriel, d'avoir amené ça. Mais ce que je trouvais, dont on n'a pas encore parlé, qui me semble aussi fondamental, c'est le consentement. Le consentement sexuel, notamment là... Alors, il y a beaucoup de cas, mais dans des cas, on a eu des accusations d'agression et de viol dans des cas de soirée chemsex et ailleurs, hein, mais bon, là, qui sont venus à nos oreilles. Et donc, voilà, ça me semble aussi quelque chose sur lequel on doit vraiment se pencher. Bon, là, il y a l'affaire Mazan quand même en France qui pose ça de manière frontale. Ça y est en Belgique, mais on a participé à la réflexion, justement, en tant que centre de santé sexuelle, etc., sur la modification de la loi du code pénal. Et nous, on l'a eu. Depuis 2024, ça y est, le consentement est défini positivement par la loi. Et donc, parce que c'était aussi proche, hein, avant le viol, c'était toute pénétration, s'il y a violence, surprise, voilà. Et ça, ce n'est plus nécessaire. C'est juste s'il n'y a pas consentement, en fait. Si on ne peut pas valider le consentement, eh ben, c'est un viol s'il y a pénétration. Enfin, bref. Donc, ça me semblait aussi... C'est ça que peut permettre la notion de santé sexuelle. Alors effectivement, attention à ce qu'elle n'invisibilise pas le VIH, mais elle permet aussi d'autres choses. Et elle permet de penser ces questions-là ensemble, les questions du plaisir, du consentement sexuel entre partenaires. Et voilà, c'est juste quelque chose que je trouvais important aussi à ajouter. Très bien fait. Merci Charlotte. On va continuer avec toi, Yves. Last but not least, on va dire. Yves Ferrarini, je pense que beaucoup ici le connaissent. Hein. Donc maintenant tu travailles pour Action Traitement. La question du début, je reviens un peu à cette question. Est-ce que le VIH, selon toi, est une maladie comme les autres ?
Alors, je vais répondre à cette question, bien entendu, mais néanmoins, les deux précédentes... Ah ouais, zut, alors, les deux précédentes interventions, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, là, massivement. On parle du procès donc, de Mazan, et avant-hier, le Midi Libre, que tu connais, je crois, un de ses titres, c'était une des personnes est séropositive. Alors, je n'ai pas acheté l'article, je ne sais pas comment est développé l'article, si on parle de charge virale indétectable. Toujours est-il que quand j'ai lu l'article, le titre, j'ai bien compris l'intention. L'intention, c'était pas... Et je me dis, mais nous, en tant qu'association, vous imaginez bien qu'on ne va pas faire un communiqué de presse, c'est trop délicat, cette histoire, en disant, mais attendez, c'est peut-être la seule manière pour qu'elle avait de se protéger. Est-ce que les autres utilisaient des préservatifs? C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne va pas venir au secours d'une personne qui a été dans une situation, on va dire, je ne sais pas comment qualifier, quoi. Mais néanmoins, le fait d'utiliser que le fait qu'il y ait ces repos amenait du drame et, on va dire, une circonstance aggravante. Alors que je ne sais pas si sa charge virale était indétectable ou pas, ça, j'en sais rien, je n'ai pas lu l'article. Mais je trouve que là, il y avait quelque chose qui, pour moi, réactivait le VIH. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, en termes d'intérêt pour les lecteurs, et vraisemblablement, le Midi Libre, à ce moment-là, n'est pas dans de la pédagogie, il est d'en faire un effet de buzz. Voilà. C'est comme ça m'est venu à l'esprit, c'est peut-être maladroit, excuse-moi. Donc, pour répondre à ta question initiale, c'était sur la maladie comme les autres. Une maladie comme les autres, c'est vrai, quand il y a ce titre, c'est quoi une maladie comme les autres? C'est quoi une maladie qui ne serait pas comme les autres? Sachant que la plupart des maladies ont quand même des spécificités, hein, c'est-à-dire il n'y a pas une maladie qui ressemble à une autre. Ça, on le sait bien. Néanmoins, comme grille, je n'ai pas la même tout à fait que toi, mais c'est intéressant ce que tu as amené tout à l'heure, comme l'histoire. Ça n'était pas venu à l'esprit, ça, c'est bien. L'histoire autour de l'épidémie n'est pas comme les autres, et ça c'est évident. Non, moi, comme ça, rapidement, je me dis, bien entendu, aujourd'hui, où on a des façons de dépister, diagnostiquer, prévenir et de traiter, on est dans une histoire qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, les anciens, en tout cas dans la salle, avec le drame des années 80 et 90, c'est évident. Par contre, si on prend comme point de repère la société, ben non, c'est pas une maladie comme les autres. Le nombre de sérophobie, de discrimination, depuis ce matin, on entend discrimination, stigmatisation, tous ces terminologies qui renvoient à de mise à l'écart, c'est-à-dire de désigner l'autre et de le mettre à l'écart. Je crois qu'il y a peu de maladies, peut-être les maladies mentales, que certaines maladies mentales que je vois autour de moi là, créent la même situation de malaise, parce qu'on ne sait pas, parce que ça fait peur, et donc d'être une maladie pas comme les autres. Donc pour moi, non, ce n'est absolument pas une maladie comme les autres, et on n'est peut-être pas la seule maladie qui n'est pas une maladie comme les autres. C'est-à-dire, je ne revendique pas une exclusivité en disant, non, on n'est sûrement pas encore une maladie qui mériterait d'être... avec une lecture banalisée. Si on a une lecture uniquement au niveau des thérapeutiques, oui. Prise en charge, pourquoi pas. Mais une histoire par rapport à ce que vivent les personnes, non, sûrement pas. Alors là, depuis ce matin, on a entendu une section d'éléments qui alimentent cela. Alors, la question qu'on voulait aussi aborder, c'était celle justement de la place des personnes vivant avec le VIH dans les associations. Il se trouve que voilà, il y a beaucoup, j'imagine, de militants et militantes associatives dans la salle qui sont directeurs, directrices, etc., présidents, présidentes, des associations et pas forcément des personnes concernées vivant avec le VIH. C'est vrai que moi, quand on m'a proposé de devenir président de Paris Sans Sida, après France Lert, qui est une personne que j'admire énormément, qui a un tel background, etc., je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et en fait, le simple fait quand même de dire, une personne vivant avec le VIH préside une association sur le sida, ça a quand même du sens. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Comment on fait pour valoriser, pour intégrer, pour inclure, mais j'ai même pas envie de dire pour inclure, pour que les personnes vivant avec le VIH soient vraiment non seulement à la table, mais préparent le menu dans les associations. Oui, merci. Alors effectivement, d'abord, Action Traitement, vous nous connaissez, mais on est quand même une association, qui est une petite association, une association de patients. Donc ça cadre bien qui nous sommes et comment on fonctionne. Après, dans cette association dite de patients, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des patients. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a besoin de tout le monde. Par contre, les personnes qui vivent avec le VIH vont être présentes dans toutes les instances et vont, on va dire, vraisemblablement... alors, certaines personnes, on ne sait pas si d'ailleurs ils sont séropos ou pas, parce que pour certains, ils le disent, mais d'autres ne le disent pas. Hein. C'est-à-dire qu'on vit en interne la thématique de la journée. C'est-à-dire qu'en interne, certaines personnes, et dans certains ateliers, vont dire « c'est la première fois que je peux en parler ». Oui, d'accord, voilà, donc on est témoin de ça. Et dans d'autres moments,
écoutez, excusez-moi, je serais incapable de vous dire la liste des personnes séropos ou pas à l'association. Hein, c'est une évidence. Par contre, les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, parce que là aussi, il faut voir, on l'a vu depuis ce matin, il n'y a pas d'égalité sur le fait de pouvoir dire. Il y a des gens qui peuvent le dire et il y a des gens pour qui la menace est, on va dire, supplémentaire, cumulée, ou ce qu'on a dit depuis ce matin. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement, on va dire, des parcours et des vies à respecter. Et là-dessus, on a bien vu tout à l'heure le témoignage, on ne l'a pas entendu, mais ce qu'on a vu, c'est que la personne, elle témoignait, mais un visage caché. Il faut respecter toutes ces nuances, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'en parler, mais tout en étant cachés, ceux qui vont en parler dans une sphère, on va dire, réduite, et ceux qui sont capables d'en parler, on va dire, dans un plus grand public. D'ailleurs, à mon avis, il y en a de moins en moins qui veulent aujourd'hui en parler en grand public. Je crois que tu en sais quelque chose, non, sur le nombre de personnes qui aujourd'hui, moi, quand j'en parle assez facilement autour de moi, et que je dis, mais est-ce que vous connaissez des personnes séropos ? Tout le monde cherche. Des fois, ils me donnent des gens qui sont morts, je ne sais plus où ils sont. Jean-Luc Romero arrive de temps en temps. Voilà, mais il y a assez peu de personnes qui spontanément sont citées comme personnes qui, on va dire, sont connues et qui vivent avec le VIH. Alors, ta question, c'est au sein de l'association. Alors, au sein de l'association, ce qu'il faut, là où je suis obligé aussi peut-être de parler, c'est qu'on est une association qui mène des actions d'accompagnement, et notamment d'éducation thérapeutique. Et dans l'éducation thérapeutique, il y a des personnes qu'on appelle les patients experts, intervenants, partenaires, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils sont patients. Et là, ils contribuent à la totalité des ateliers collectifs, en binôme avec un professionnel. C'est-à-dire que, on va dire, une ADN de l'association, c'est on a besoin de tout le monde, y compris des professionnels et des personnes vivant avec le VIH. Et ça, on va le retrouver dans, on va dire, dans tout ce qui est les modes, notamment au niveau des ateliers collectifs. On le retrouve, par exemple, nos statuts parlent qu'on a un comité des usagers. Les statuts en parlent, mais dans les faits, ça n'existe plus. C'est-à-dire que ça n'existe plus pour plusieurs raisons, parce que certaines personnes ne souhaitent pas rester à l'association, ils viennent, ils y trouvent une réponse, et au bout d'un certain temps, eh bien, ils nous disent bye-bye. Et c'est super. Et puis on va les revoir de temps en temps parce qu'ils reçoivent le programme. Il y a un atelier collectif qui correspond, on va dire, à une thématique auquel... Et puis on va les revoir ponctuellement. Donc on n'a pas non plus, on va dire, des personnes, quelques-uns, comme ils cumulent, on les voit souvent, et puis comme d'autres vivent des situations dramatiques quand même, hein, c'est-à-dire l'association, depuis le début de l'année, par exemple, on accompagne depuis un peu plus de 200 personnes, et autant vous dire que dans les 200 personnes, c'est des personnes qui sont en très grande difficulté. Alors avec des mots qu'on a entendus depuis ce matin, on va dire précarité, sur isolement, difficulté de comprendre, le nombre de personnes qui sont, on va dire, complètement, je ne sais pas comment dire, chaos, et qui... on parle du pouvoir d'agir, par exemple, mais le pouvoir d'agir, il faut le mettre en place, il faut créer les conditions du pouvoir d'agir. C'est-à-dire le pouvoir d'agir, ça ne s'injecte pas. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, les personnes, on va dire, qui sont les patients, et là, je ne sais pas si ça va passer la question, mais une de nos difficultés, c'est que chaque année, on aimerait accueillir beaucoup plus de personnes qui s'investissent au sein de l'association. Certains adhèrent à l'association, et c'est leur, on va dire, c'est leur mode, leur sphère, et d'autres vont participer à son fonctionnement. Mais on va dire de façon assez minime chaque année par rapport au nombre de personnes qu'on accueille, le nombre de personnes qui vont rester pour faire fonctionner et intervenir dans une des instances de fonctionnement, c'est vrai que c'est pas énorme, hein. On a besoin de plus de monde. Tu as commencé à en parler, mais comment justement l'association collecte, si je puis dire, les besoins des personnes vivant avec le VIH, justement? Comment vous y prenez? Alors ça, sur cet aspect-là, on a plusieurs sources d'informations. Que ce soit la ligne d'écoute, qui est une des premières, on va dire, sources d'informations. Quels sont les témoignages, les questions dont on est témoin sur cette ligne d'écoute. Il y a après tout ce qui se passe dans les entretiens d'accueil, et donc ce que les personnes amènent spontanément. Mais après, entre on va dire le besoin premier et puis ce que les personnes expriment, il y a aussi tout un panel. Donc on a aussi tout ce qu'on collecte lors de ces entretiens et au cours des activités. Il y a aussi tout ce qu'on est témoin, c'est-à-dire ce qu'on perçoit. Si je prends un exemple, par exemple, nos 2 ateliers qui auront lieu là au mois de novembre, un c'est sur la tuberculose et l'autre sur le diabète. Eh bien, si vous aimez mieux, notamment sur la tuberculose, ce n'est pas un besoin qui est apparu comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas eu des personnes qui viennent nous dire « Coucou, je voudrais avoir des informations sur la tuberculose ». Ce que l'on a vu, c'est qu'on accueille de plus en plus de personnes qui ont eu ou qui ont une tuberculose et qu'on voit dans certains ateliers que certains sont ou en question ou
sur un truc de peur vis-à-vis de la tuberculose. C'est-à-dire qu'on voit qu'autour de la tuberculose, c'est pas énorme, mais il se passe quelque chose. C'est la même chose pour le diabète. Alors là, c'est un peu plus facile, un peu plus historique. Sur le diabète, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH et qui ont un diabète, ça, on va dire, c'était beaucoup plus facile à identifier comme besoin. Voilà. Donc on a des sources d'informations. Et puis il y a ce qu'on fait en interassociatif. C'est-à-dire il y a ce que Action Traitement, on va dire, on vit Action Traitement, et puis il y a les instances dans lesquelles on participe, alors que ce soit des instances construites, comme le TRT5, mais d'autres instances qui sont informelles ou des partenariats qui sont un peu plus forts avec certaines associations. Ta barbe blanche me fait dire que donc tu as quand même vécu une vie déjà assez longue, et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est justement cette question de la visibilité, ce sera ma dernière question. Comment toi tu vois l'évolution? Tu as commencé un petit peu à en parler, mais l'évolution de le dire ou pas le dire, de la visibilité ou de l'invisibilité. À un moment, c'était quand même une arme de dire qu'on était séropos. Je me souviens à ACT UP, on disait quand les gens arrivaient, vous êtes maintenant ACT UP, une association de personnes vivant avec le VIH, donc vous-même, vous allez pouvoir être éventuellement considéré comme une personne vivant avec le séropos. On ne disait pas vivant avec le VIH, parce qu'on ne vivait pas avec le VIH. Malheureusement, en 92, on en mourait. Donc voilà, comment toi tu vois cette évolution, justement? Est-ce que c'est plus difficile? La visibilité est moins forte? Au contraire, elle est plus forte? Voilà, comment tu parlerais de ça? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnes étaient dans de telles difficultés qu'elles étaient en arrêt maladie, elles avaient besoin de soins fréquemment, et à un moment, le silence ne pouvait plus, on va dire, et ils avaient besoin d'aide. Et donc, ils prenaient le risque de dire, parce qu'ils avaient besoin, on va dire, soit à un moment, les explications qu'ils donnaient, elles avaient leurs limites. Et la plupart, c'est par rapport au fait qu'ils ont été confrontés à une situation où ils n'avaient pas le choix, à mon avis. Progressivement, du fait que l'on va mieux, je pense qu'effectivement, cet aspect-là, on va dire, est moins présent. Et moi, je pense que la visibilité est... Non, il y a... À mon avis, je pense qu'il y a beaucoup moins de visibilité. C'est-à-dire que la plupart des personnes ont trouvé comme moyen pour exister et pour éviter d'être discriminés, d'être face à des sérophobies, de ne le pas dire. Sauf que, comme Franck l'a dit ce matin, ne pas dire, c'est pas si facile que ça, parce que c'est mentir, et mentir dans le sens, non pas un truc moral, mais d'inventer des choses, de se construire une vie. Moi, je me souviens toujours d'un atelier, une des personnes est arrivée, elle a dit « j'en peux plus ». Toute ma vie, j'ai menti. Bon, d'accord, il a menti. Et dans un premier temps, on se dit, il a menti. Bon, pas un confessionnal, quoi. Donc, non, mais quand il a expliqué l'énergie qu'il avait été obligé de développer pour justement rester dans cette vie qui s'était, on va dire, mentir, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire, mentir, il faut être cohérent dans le mensonge. Donc, les personnes, elles construisent une autre réalité. Et cette réalité-là, elle est épuisante. Parce qu'elle demande... c'est pas simplement « je ne suis pas celui que vous croyez », il y a peut-être ça, mais quelle énergie pour être tout le temps quelqu'un d'autre. Et donc là, moi, dans la visibilité, nous, ce qu'on voit, c'est que tous les ateliers, quelle que soit la thématique, à un moment, arrive cette thématique sur... le dire, quand le dire, avec qui le dire. Ce qui est compliqué pour nous, parce que vous imaginez bien qu'on n'est pas dans ce que l'a dit Franck aussi, dans il faut le dire, mais non, pas du tout. On va les accompagner, on va écouter. Et quand on arrive à trouver l'idée du confident, ce qui nous semble, on va dire, là, à identifier une personne avec... Alors, ça peut être au sein de l'association, on a ça comme fonction aussi. Au sein de l'association, une personne qui est un peu dépositaire et qui partage, c'est-à-dire qui peut être « coucou, est-ce que je peux parler ?» Parce qu'il faut sortir, pour la plupart, de cet enfermement, parce que cet enfermement, c'est l'énergie, c'est une source, on va dire, aussi de difficultés, et elle n'est pas facile à vivre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler de la visibilité, tout simplement, c'est que cette invisibilité, elle a un coût en termes d'énergie, elle a un coût en termes de regard sur l'autre, mais je pense que non, il y a de plus en plus d'invisibilité. Didier, oui, tu voulais réagir à ça? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, en termes cinématographiques ou en termes artistiques, la question de la visibilité, aujourd'hui, elle est très en arrière par rapport à ce qu'elle a pu être ou qu'elle est sur un mode rétrospectif. Et elle est sur un mode rétrospectif, là aussi, sur la question de la visibilité. Parce que la plupart de ces artistes qui aujourd'hui s'emparent, que ce soit Robin Campillo pour 120 battements par minute, que ce soit Gaël Morel avec son dernier film, que ce soit Pascal Lièvre quand il fait son triptyque avec le mot PrEP qui vient s'ajouter au mot love et au mot AIDS. Ce sont des gens qui ont vécu la période du sida, que ce soit Elisabeth Lebovici quand elle fait son livre « Ce que le sida m'a dit ».
m'a fait, pardon, oui, on m'a dit, oui. Mais c'est bien aussi, oui. Parce que ça m'a fait que ce soit tous ces gens qui, à 25, 30 ans de distance, se réemparent de la question du sida, même si sur un mode rétrospectif. C'est aussi sur la question de leur propre visibilité et de leur propre action et de leur propre la prise de distance qu'ils ou elles ont pu avoir par rapport à leur vécu antérieur. Et je pense que cette question-là, quand même, j'avais l'impression, peut-être que j'ai donné l'impression tout à l'heure de minimiser l'importance de ces films ou de ces livres qui parlent du sida d'avant. Mais non, elle est toujours aussi importante dans la question de la visibilité, justement, du sida, même si ce n'est plus le même sida, d'une certaine façon, qui est représenté, mais elle est importante dans la perception des artistes qui eux-mêmes s'emparent de ces questions-là sur un point de vue mémoriel et qui racontent quelque chose de ce qu'ont été les vies avec le VIH à d'autres périodes, et puis comment elles peuvent se prolonger aujourd'hui. Oui, et puis sans rentrer trop dans le mélodrame, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on vit avec le VIH, mais on vit aussi avec tous les fantômes qui sont partis. Et l'art console, l'art permet justement de dépasser ce stade parfois de douleur, de souffrance, pour pouvoir justement se consoler, se sentir un peu mieux. Et sur cette question, avant que je donne la parole à Mathilde, the late Mathilde, mais on est ravis. Oui, justement, Charlotte, parce que j'avais une question sur la divulgation justement du statut, c'est aussi parfois la divulgation de l'orientation sexuelle. C'est peut-être ça que tu voulais aborder? Non, pas du tout. Vas-y alors. Parce que tu en parles beaucoup de ça. Non, c'est très très bref. Non, parce que c'est vrai que la gestion du secret, tu l'as dit, il y a tout un travail émotionnel que ça entraîne, mais ça me faisait penser aussi, il y a aussi un travail pratique très concret, et ça fait le lien avec une des interventions de ce matin. Nous, on s'est rendu compte, donc il y a des centres de référence SIDA dans certains hôpitaux, le plus grand à Bruxelles étant dans l'hôpital Saint-Pierre. Beaucoup de patientes disent, mais c'est trop visible, et la peur de croiser quelqu'un. En fait, ils ne l'ont pas dit, mais de croiser quelqu'un qu'ils connaissent, que si on arrive dans ce couloir, c'est le couloir du centre de référence SIDA, et du coup, ils vont dans une autre ville. Alors, bon, nous, Belgique, c'est petit, mais donc, ils vont à Namur, à Liège, et donc, voilà, par rapport à ce matin, ils disaient ceux qui sont en banlieue et viennent se faire soigner ici. Je pense qu'il y a peut-être des choses liées aux dynamiques professionnelles, mais il y a aussi probablement... et donc, c'est un travail émotionnel, mais c'est aussi en termes de déplacement, de tout ce que ça implique, très concret, de manière très pragmatique, de gérer ce secret, c'est aussi compliqué. Alors, on vous l'avait annoncé, elle est là, Mathilde Perret, donc merci Charlotte, postdoctorante en psychologie sociale à Lyon. C'est pour ça qu'il y a eu un problème de TGV ou... Ah, Abidjan, oui, c'est pas pareil. Effectivement, c'est un peu plus loin. Et justement, le but, c'était que tu nous parles de cette idée de divulgation, de dire ou pas dire son statut. De dire ou dire son statut en Afrique, enfin, notamment par rapport aux recherches que tu as menées. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, justement? Oui, alors dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur le programme Gundoso, qui est un programme communautaire d'accompagnement de femmes vivant avec le VIH pour des femmes vivant avec le VIH au Mali. Donc, a été menée par l'association Arcade Santé Plus. Donc, Gundoso, ça veut dire la chambre des secrets en Bambara, la langue qui est le plus communément parlée dans la région de Bamako. Et du coup, c'est un programme qui a été adapté d'un programme communautaire québécois à la demande des femmes maliennes pour justement être accompagnées sur le fait du partage ou du non-partage de leur séropositivité. Ce n'est pas un programme qui encourage à partager ou au contraire à cacher, mais qui cherche vraiment à outiller les participantes sur quand est-ce que je veux partager, quand est-ce que je veux cacher, quand est-ce que c'est bénéfique pour moi et puis comment je le fais surtout. Comment se passaient les entretiens, justement? Alors oui, voilà. Moi, dans le cadre de ma thèse, je rencontrais les participantes avant qu'elles participent au programme et puis après pour voir justement l'évolution et qu'est-ce que le programme pouvait leur apporter. C'était vraiment, il y avait vraiment un avant-après le programme. Avant le programme, c'était des femmes qui étaient vraiment très démunies. C'était les femmes des femmes très dans des situations de vulnérabilité très importantes à Bamako, souvent qui avaient été exclues de leur mariage quand leur statut avait été connu par la famille, dans des situations économiques très compliquées.
donc très très isolées. Et après le programme, déjà premièrement, ça leur a permis de rencontrer d'autres femmes qui vivaient la même chose qu'elles, donc elles étaient un peu moins isolées. Et puis du coup, avec les stratégies qu'elles avaient acquéries, les plans d'action qu'elles avaient mis en place, elles se sentaient un peu plus empouvoirées et du coup étaient beaucoup plus à l'aise à vivre avec le VIH. Et quelles sont les conclusions de cette étude? Je rappelle, c'est la NRS 12373, si vous voulez prendre la note et regarder mieux. Quelles en sont les principales conclusions, justement, de cette étude? Alors que le programme communautaire, il répond à un besoin de ces femmes. On a des données quantitatives qui montrent bien qu'il y a un plus grand soutien social, qu'il y a un poids du secret, parce que le poids du secret était mesuré avec des cailloux, en fait. Les femmes indiquaient avec des cailloux, avec des tailles différentes, à quel point ça leur pesait de vivre avec le VIH. Et du coup, après le programme, on voit vraiment que significativement, ce poids-là, il a baissé. Et puis, il y a plein d'apports qui n'étaient pas forcément prévus par Gundoso, mais qui sont arrivés avec de meilleures situations économiques, parce qu'en fait, elles se sont créées un réseau de soutien où elles s'entraidaient entre elles. Elles se sentaient plus à l'aise avec les soignants, une meilleure observance. Ça a participé à plein de petites choses avec le VIH, au-delà de juste savoir quand est-ce que je veux partager ou cacher et comment le faire. Et alors justement, tu as aussi participé à un autre programme, un projet qui s'appelle TAG-PIC. TAG-PIC, pardon. Sur la même thématique, en tout cas pour les adolescents et personnes jeunes vivant avec le VIH, mais là au Sénégal, justement, dont tu reviens. Non, Qu'est-ce que... Côte d'Ivoire. Ah, c'est Côte... Ah, bah décidément. C'est au Sénégal, mais j'étais en là Côte là. d'Ivoire. Oh là là, j'ai tout faux. On avait bien préparé, pourtant. Non, Tagoupitch est bien au Sénégal, mais j'étais en Côte d'Ivoire. Ah, là, tu étais en Côte d'Ivoire, pardon. Donc, justement, donc, ce programme, tu parles des stratégies, justement, qui ont été acquises dans le cadre de ce programme. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, Tagoupitch, en fait, c'est l'adaptation de Gundoso, mais au Sénégal, à la demande d'un réseau qui s'appelle le réseau Convergence Jeunes, qui est un réseau d'adolescents et de jeunes adultes qui vivent avec le VIH à Dakar, qui a entendu parler de Gundoso. Et eux, ils avaient documenté le fait que c'était vraiment un besoin pour les jeunes de leur réseau de savoir, pareil, comment partager, comment cacher, surtout qu'ils sont majoritairement à une période de leur vie où ils veulent se marier. Et donc, comment faire pour révéler ou non à son époux ou à son épouse le fait qu'ils avaient le VIH. Donc, on a adapté le programme Gundoso avec eux à leurs besoins. C'est devenu le programme Tagoupitch, qui veut dire le nid de l'oiseau en Wolof. Et on est en train d'analyser les résultats. On a à peu près des résultats similaires. Donc, pareil, avec des partages de stratégies entre les jeunes. Très concrètement, ça peut être le fait de prendre un rendez-vous avec son médecin et de faire semblant de se dépister en même temps que son futur épouse et que le médecin puisse expliquer au copain ou à la copine ce que c'est le VIH. Ça peut être révélé à la famille aussi, puisque beaucoup sont orphelins ou orphelines d'un ou deux parents, et donc ils peuvent être logés chez des proches qui n'ont pas connaissance de leur statut. Donc ça peut être aussi des stratégies par rapport à cela. Et justement, ce que disait Yves tout à l'heure sur l'idée que, bien sûr que le dire, ça peut être important et nécessaire et utile, etc. Mais aussi le cacher peut être aussi important, nécessaire, utile. Est-ce que ça faisait partie aussi du programme de parfois aider les personnes, parce que le garder pour soi, c'est pas facile, d'être dans ces stratégies-là aussi, parfois, dans des circonstances qui peuvent être de ne pas le dire, justement? Tout à fait. Ces deux programmes, ils sont répartis en 3 phases. Une première de contexte général, où les personnes, elles se rencontrent, elles expliquent leur situation. Après, on a une phase sur le partage, où elles décident à qui, pourquoi et comment. Et puis après, exactement la même chose sur le secret. À qui elles préfèrent le garder secret et comment elles vont faire. Vous parliez en Belgique des gens qui changent de centre, de ville. Au Mali, à Bamako, c'est pas possible. Mais du coup, c'est des stratégies de se déguiser ou de venir à des heures précises. Ou alors que les pharmaciens donnent les traitements dans d'autres boîtes de médicaments. Donc ça, de demander toutes ces stratégies-là pour cacher justement, ou alors via les liens qui sont créés, que ce soit chez les jeunes ou les femmes,
de mentir et de dire je vais chez telle personne alors qu'en fait je vais au centre et la personne ment si le mari et les parents appellent en disant oui, elle est bien avec moi. Très bien. Merci Mathilde. Donc je regarde un petit peu l'horloge parce que le temps passe et vos estomacs commencent à parler. Donc je vais quand même vous laisser la parole justement, savoir s'il y a déjà des questions, des interventions, des demandes de précision. On va plus avoir de micro tout d'un coup. Bonjour Mathilde, moi j'ai une question, excusez-moi, je ne sais pas si mon estomac parlait ou si j'ai bien tout compris. En fait, c'est un programme communautaire, ça veut dire que les gens partagent eux-mêmes les stratégies ou il y a un guide pour faire en sorte de mettre en place les stratégies? Alors, j'ai appelé ça un programme communautaire parce que c'était fait à la demande de personnes qui vivent avec le VIH. Les programmes, ils ont été adaptés et conçus par des personnes qui vivent avec le VIH, donc soit les femmes, soit les jeunes. Ils sont animés aussi par des femmes qui vivent avec le VIH ou des jeunes. Après, il y a un guide d'animation qui permet de faire des outils, de faire des activités, mais les stratégies, elles ressortent des jeunes eux-mêmes. Il est construit des jeunes ou des femmes, des participants eux-mêmes. Après, les animateurs, au fur et à mesure, ils donnent des exemples. Dans le cadre du Mali, les animatrices étaient des femmes vivant avec le VIH, mais qui étaient professionnalisées au sein d'Arcade Santé Plus. Donc elles avaient beaucoup d'expérience, donc elles pouvaient donner des exemples de stratégies déjà. Mais il n'y a pas une banque d'idées qu'elles doivent appliquer. Et c'est des séances de groupe. Du coup, les personnes partagent leur expérience et s'entraident entre elles. Merci vraiment pour ces échanges-là. J'ai trouvé très riches. Et j'aimerais dire merci particulièrement à Mathilde pour ce qu'elle vient d'exposer là, parce que c'est souvent aller en donnant de leçons que l'on va vers des populations vulnérables. Mais là, c'est vraiment travailler avec et puiser dans leur expérientiel les stratégies pour pouvoir se trouver leurs propres solutions. Ça, c'est particulièrement appréciable et vraiment, je te remercie pour ce partage-là. Je dis également, parce que moi, effectivement, comme Yves l'a dit, mentir, ça épuise. Et pendant beaucoup d'années, ça m'a épuisé de rester dans un schéma de mensonge, de subir et de vivre des choses, justement parce qu'il faut rester dans le secret. C'est émotionnellement éprouvant, comme le disait tout à l'heure Charlotte aussi. Mais je pense aussi qu'il faut sortir de cet angle mort-là, comme l'a si bien dit Didier. Moi, je voudrais poser une question à Charlotte par rapport aux questions de pénalisation et tout. Tout à l'heure, vous disiez que pour l'exemple que vous avez donné sur la situation où il y a eu suspicion de transmission, là, on est parti sur la base d'une suspicion et ça vraiment sur la suspicion. Il a suffi de la suspicion pour que ça produise des questions de droit. Il faut aller au tribunal et tout. Mais en même temps, pour la gynécologue, il a fallu qu'on enregistre. Et du coup, moi, ça m'interroge un peu sur le fait que on est capable de nous invectiver si on suspecte qu'on a pu contaminer quelqu'un ou bien qu'on nous reproche de ne l'avoir pas dit ou bien d'avoir mis la vie des gens en danger. Mais si nos vies sont en danger, si on est discriminé, qu'il faille passer par des preuves de ce genre, genre l'enregistrement pour pouvoir le dénoncer, parce que ce sera la parole de l'autre contre la nôtre. Là, je m'interroge sur comment on va s'en sortir, en fait, quand on a deux situations de ce genre, en fait. Oui, vous avez raison. Un des pays qui pénalise le plus massivement le Canada, ils en sont arrivés, notamment, je ne sais plus le nom, mais une asso communautaire gay, à conseiller personnes vivant avec le VIH à enregistrer quand ils disent leur séropositivité à un partenaire, voire à faire signer
Oui, on en est là. Voilà, ou à le dire devant témoin, enfin avoir quelque chose où ils peuvent démentir si éventuellement le ou la partenaire décide à un moment donné de porter plainte. Voilà. Donc tout ça est très compliqué. Alors le procès dont je parlais entre les deux hommes, là, une partie avait été filmée parce que ça faisait partie du fantasme, mais on n'avait pas le début ni la fin. Parce que le travailleur du sexe disait qu'il lui avait dit avant et l'autre lui a dit ah mais non, il me l'a dit après. Enfin bon, donc ça, voilà, le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur quand ça avait été énoncé et si ça avait été énoncé, sachant qu'en plus le client a changé sa déposition. Ça, normalement, la justice est quand même assez sensible au fait que des positions. Et malgré ça, c'est quand même le travailleur du sexe qui a été condamné. Alors qu'au départ, il portait plainte pour viol. Il disait que c'est quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il avait rencontré dans un bar gay. Et petit à petit, comme les policiers ont perquisitionné son domicile et ont retrouvé dans son téléphone, mais également dans son ordinateur, les échanges avec ce travailleur du sexe, attendez, vous le connaissez en fait, vu que vous avez négocié avec lui. Il y avait même eu déjà un autre rapport entre eux quelques mois auparavant. Voilà, c'est... Oui. Après, on n'est pas sur les mêmes données du code pénal. Après, un tribunal n'est pas un autre non plus. Bon, voilà. Bonjour. Alors moi, c'est Fred Navarro. Je suis activiste militant au sein de l'association ACT UP Paris, séropositif depuis 1985. Et quand je vois l'invisibilité, quand on parle d'invisibilité, on est 40 ans après l'arrivée de l'épidémie VIH. Je trouve ça, comment dire, intolérable. Je passe mon temps, moi, à afficher qui je suis, et même dans mon quartier, même dans la résidence dans laquelle j'habite, et c'est du HLM, hein, c'est pas du luxe. On me connaît comme étant Fred Navarro, PD séropositif. C'est à prendre ou à laisser. Je n'ai pas à rééduquer des gens qui ne veulent pas réfléchir. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je passe mon temps à essayer de trouver des solutions pour rendre cette vie agréable pour tous. Point. Et réellement, je trouve ça terrible. Il y a une autre chose qui me terrifie encore, c'est que 40 ans après l'arrivée de l'épidémie, il y a toujours autant de nouveaux séropositifs sur l'Hexagone. Et on ne parle que de l'Hexagone, on ne parle même plus des territoires d'outre-mer et des pays étrangers. Donc, trop c'est trop. À un moment donné, il faudra bien quand même renverser la table et aller foutre le pataquès, foutre le boxon devant les responsables politiques. Moi, rien ne me fait peur. Je me suis confronté à Valérie Pécresse, à tout un... Non, mais à tous ces ministres et ces incapables qui bouffent sur notre dos et qui sont payés royalement. Donc oui, il faut réellement aller les interpeller et le faire publiquement, ça a toujours été plutôt positif. Pour finir, tout à l'heure, on parlait de la visibilité. Alors, du VIH, pour l'instant, non. Mais il y a un film qui a été fait par Frédéric Faudier, qui est le mari d'Emmanuel Béard. Et il a fait un film documentaire. Il a fait le tour du monde, la Russie, la Chine, un tas de pays, pour faire un état des lieux de l'épidémie SIDA. Très, très important. Je n'ai plus le titre en tête, mais vous le retrouverez, Frédéric Faudier. Et un petit aparté, il y a un film qui a été fait, un court-métrage qui a été fait par une amie à moi, mon amie Elsa Aloisio, qui s'appelle
au bord de nos nuits blanches. C'est sur les travailleuses du sexe au bois de Boulogne. C'est un court-métrage et il sera reprojeté, je pense, pendant le festival Ferry Ferry. Et réellement, aller le voir, moi, ça m'a donné une raison de plus, un uppercut dans la gueule, alors que je connais la situation et je lutte depuis longtemps pour essayer de leur donner des droits, de permettre qu'on leur donne des droits aux travailleuses du sexe. Là, réellement, pour moi, c'est un plaidoyer sur justement ce manque de droits et cette mise en danger de cette population. Voilà. Merci pour ce témoignage. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous venez de dire et par rapport à ce que j'ai dit précédemment également, que évidemment, je n'ai parlé que des fictions. Évidemment, sur le point de vue documentaire, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur les personnes vivant avec le VIH aujourd'hui. Il y a des documentaires de toutes sortes, mais je m'étais vraiment focalisé sur les fictions, et c'est vraiment dans le domaine de la fiction que ça pêche, ce type de représentation. Évidemment, c'est très important, les documentaires, et c'est évidemment très important d'aller les voir, quels qu'ils soient, notamment celui dont vous parliez de Frédéric Fournier, qui est assez formidable, qui permet de donner un point de vue international de la situation voilà, et de l'épidémie. Donc oui, bien sûr, c'est un domaine sur lequel on ne s'était pas arrêté, mais je pense que c'est très important, évidemment, d'avoir en tête que le documentaire vient, qu'il soit d'ailleurs télévisé ou cinématographique, hein, parce qu'il y a les deux domaines coexistent, et c'est vraiment... il y a une vraie richesse là de représentation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Andrea, militante également pour la lutte contre le VIH-Sida et personnes vivant avec le VIH-Sida. J'aimerais préciser aussi par rapport au cinéma africain, il y a une série qui s'appelle MTV Sugar Baby, qui est une série qui parle des questions sur le VIH, qui s'adresse aux jeunes. C'est une série sud-africaine à la base qui a été reprise aussi à Abidjan, et c'est très récent, et du coup ça parle de toutes les questions en fait qu'on peut aborder aujourd'hui sur le VIH. Et aussi, pour rajouter, il y a d'autres personnes qui osent dire qu'elles sont séropositives, comme moi, il y a Nicolas Aragona, il y a Rémi, il y a Geneviève, il y a Sophie Elena également sur les réseaux sociaux, précisément, mais qui font aussi autre chose à côté, mais qui osent dire que voilà, leur séropositivité à tout le monde. Et pour répondre à la question sur le VIH, une infection comme les autres, j'aimerais vous lire un petit test que j'ai écrit. Notre statut sérologique, c'est comme une étiquette qui ne nous quitte plus. La société nous réduit à ça, nous fiche dans des cases et nous met de côté. Elle nous rabaisse, piétine nos droits et nous traite comme de la vermine qu'il vaut mieux éviter. Notre identité s'est effacée et a laissé place à ce mot, séropositif. Ce mot nous vaut discrimination et stigmatisation. À cause de lui, on galère à trouver un boulot, à construire une relation, à recevoir des soins, à fonder une famille, à prendre un crédit à la banque. Il nous oblige à vivre cachés, dans la peur constante et sous le masque du jugement. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux personnes que nous étions avant ce verdict ? Qui sonne comme une sentence irrévocable dans nos vies. Ne changez pas qui nous sommes. Ne piétinez pas nos droits. Ne nous ôtez pas notre dignité. Ne nous privez pas de notre vie. Nous sommes Nicolas, Elisabeth, Andrea, Karimatou, Élodie, Jean, Bernard, Jeanne, Mélissa, Geneviève. Nous sommes parents, amis, collègues, grands-parents. Et on fait aussi plein de métiers, infirmières, avocats, entrepreneurs, enseignants, directeurs, aides ménagères, mécaniciens. Nous sommes des pièces essentielles de cette société. Et c'est important en fait de le dire, parce que ce n'est pas une épidémie comme les autres, ce n'est pas une infection comme les autres, parce qu'elle change notre identité, elle va au-delà de l'épidémie. Et aujourd'hui, on a envie de dire que nous sommes au-delà du VIH et nous sommes des personnes avant tout. C'est important d'être visible et de pouvoir dire aux gens
que voilà, je suis séropositive, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des amis, je sors, je travaille, je vis comme tout le monde. Et ça te fait quoi? Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Deux dernières interventions, parce qu'après, on vous libère. Florence de Cidaction. Merci Andrea pour ce texte. Je voulais juste apporter, Yves, tu parlais tout à l'heure du procès des viols de Mazan. J'étais en interaction avec des journalistes. Je me suis retrouvée dans une boucle WhatsApp là, depuis hier avec des journalistes qui couvrent le procès, parce que j'ai réagi justement sur les titres. Donc, au départ, c'est une dépêche AFP qui dit « Un menteur avéré, un séropositif, des nouvelles personnalités », enfin je ne sais plus comment est le titre. Et donc je voulais avoir plus d'informations sur la façon dont étaient traitées au sein du procès cette question de la séropositivité, et à la question de est-ce que c'est une infection comme les autres. Gisèle Pellico, elle a été infectée par d'autres IST, pas par le VIH, mais de qui on a parlé, évidemment, de l'homme qui était séropositif. Donc ce monsieur, il est effectivement séropositif, il est sous traitement. Il est donc en charge virale indétectable. Et en fait, l'avocat de Gisèle Pellico a évoqué effectivement la question des recommandations de l'OMS qui parlaient, donc c'est plutôt positif entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a quand même dit qu'effectivement, avec la charge virale, il n'y avait pas de risque de transmission, donc ce qui est plutôt rassurant au sein du procès d'avoir eu cette évocation, mais qui reprend bien la façon dont les médias derrière se sont servis et en termes de visibilité, c'est pas celle-là qu'on préfère évidemment, pour effectivement faire le buzz. Et une des journalistes, en tout cas celle du Figaro, m'a expliqué que finalement tous les journaux avaient repris la dépêche de l'AFP, et qu'évidemment c'est ce qui faisait le buzz et qui attirait, à défaut d'expliquer très clairement ce qui se passait au sein du procès et la façon dont cette question-là avait été traitée. Sachant qu'effectivement, on ne savait pas trop bien, et on le savait plutôt, que les autres hommes ne portaient pas non plus de préservatif et que cette question-là n'était pas aussi abordée par les autres. Mais on voit bien le décalage de nouveau entre la façon dont le sujet est traité au sein du procès et la façon dont les médias s'en emparent. Mais à cette occasion-là, en discutant avec les journalistes intéressés, ils ont aussi découvert qu'effectivement, avec une charge virale indétectable, on ne transmettait pas. Donc voilà, bon bref, comme quoi la discussion n'a pas servi à rien, mais voilà. Merci. Et en fait, les journalistes découvraient aussi que grâce à une charge virale indétectable, on ne transmettait pas le VIH. Donc il faut le répéter, encore le répéter. Et j'avais affaire à des journalistes plutôt bienveillants, enfin à l'écoute. Je veux dire. Dernière question devant. Tu voulais... Lève la main, ce qu'on ne voit pas là. Oui, mais le micro est derrière, chérie. Oui, là. Lève pas la main. Merci, chérie. Juste, moi, je voulais revenir sur la question que tu as posée, Christophe, à Yves, sur la place des personnes séropositives dans les associations. Et je trouve que c'est en lien avec ce qu'a dit Régis tout à l'heure sur la dimension du politique et l'absence du politique aujourd'hui, de l'objet politique. Aujourd'hui, les personnes, aujourd'hui, dans les offres VIH qui existent, c'est souvent des associations de soutien, voire de service. Mais toute la dimension politique a souvent été un peu atténuée, voire a disparu, parce qu'effectivement, ça n'est plus politique. Et que, après, quand tu demandes aux personnes de s'investir dans les structures, elles s'investissent avec des compétences techniques, mais elles ne sont pas nécessairement dans une dimension pour s'investir politiquement. Et donc prendre la parole. Alors, elles vont témoigner individuellement, mais l'intérêt politique, c'est de faire du collectif, de pousser au collectif. Et c'est ça qui est compliqué dans les associations aujourd'hui, c'est qu'on est plus dans des gens, et c'est normal, qui ont des besoins personnels à se reconstruire, à se structurer, et passer à l'étape supplémentaire de devenir un porteur ou un leader politique, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, puisqu'effectivement, on parle de santé sexuelle et plus de VIH, et qu'effectivement, quand tu parlais de ACT UP ou de AIDS à l'époque, quand on s'engageait, on savait qu'on portait le drapeau AIDS ou ACT UP, mais on portait une image ou une posture politique, et on se sentait effectivement protégé, et dans ce qu'on appelle une famille, une nouvelle famille, quoi. Et donc, je trouve qu'à partir de là, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient investis politiquement, individuellement. Il y a plein de gens qui ont eu des parcours extrêmement intéressants. Mais aujourd'hui, c'est une dilution absolue.
Et c'est extrêmement difficile dans toutes les associations d'avoir des gens qui passent à un statut de leader et pas de responsable, et pas de chef, et pas de directeur, mais de leader portant sa propre histoire au service de l'intérêt collectif. Merci. Avant de conclure, je voudrais remercier Charlotte, Didier, Yves et Mathilde. Je voudrais aussi saluer quand même le travail, on parle de visibilité des personnes vivant avec le VIH. Je voulais saluer le travail de... Pardon ? Ah non, t'es trop bavard. Non, je suis trop bavard. En une phrase. Parce que c'est en lien avec le titre, en fait. Parce que comme toi et moi, nous sommes un peu vieux, entre 89 et 92, je faisais partie avec Gérard Pelé, Michael Pollack et Marianne Schiltz, etc., du groupe d'experts Hommes entre eux. Et on avait essayé, avec la FLS, donc, d'acheter des fictions, enfin de payer dans des fictions de TF1, entre autres, une personnalité séropositive. Et même en le payant, avec l'argent du gouvernement à l'époque, l'État donnait de l'argent pour ça, c'était pas possible. Et là où on a réussi, c'est presque invisibilisé parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'est pas si compliqué. Et finalement, si on est passé à la trappe. Donc du coup, on est passé de l'État où les gens mouraient et pouvaient parler parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. C'est ça pour ça qu'ils étaient visibles, parce que de manière, ils étaient en CDD avec la vie quand même. Hein. Donc alors que maintenant, finalement, il faut continuer. Nous, on a essayé de continuer. Et eux, dans les entreprises de télévision, finalement, ils sont passés à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on ne nous voit plus. Merci Michel, il fallait que ce soit dit. Non, je voulais saluer le travail sur la visibilité de Remède, qui quand même met en couverture à chaque numéro une personne vivant avec le VIH, qui dans le numéro, il y a justement l'expérience, l'enquête, enfin le témoignage croisé d'une personne vivant avec le VIH depuis longtemps, une personne, voilà, et Fred Le Breton est là, donc bravo à lui. Et je vais aussi dire que vers Paris sans sida, c'est pas pour pousser du col ou quoi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parfois disent oh là là, vers Paris sans sida, ça veut dire que, comme ça a été dit tout à l'heure, vous effacez les personnes vivant avec le VIH. Non. La preuve, et aussi parce que ce que je veux dire, c'est que bien sûr au début on s'est concentré vers Paris sans sida sur le dépistage, sur l'après, parce que l'idée c'est la fin de l'épidémie au sens de la fin de la transmission de l'épidémie, mais bien entendu que dans notre feuille de route, dans les années qui viennent, on a encore quelques années à travailler sur ce sujet de la fin de l'épidémie, et on travaillera encore après justement sur l'impact du VIH, la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, leurs conditions de vie matérielles et sociales, parce qu'on sait très bien aussi, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui, que les personnes vivant avec le VIH, c'est aussi les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices aussi de la lutte contre le VIH, au sens où je vis bien avec le VIH, donc allez-y, dépistez-vous, on ne parle plus d'un truc mortel, allez-y. Enfin, donc si effectivement on peut améliorer la qualité de vie, les conditions socio-économiques des personnes, si on peut lutter aussi à notre petit niveau, comme acteur du changement sur les questions aussi d'intersectionnalité au sens de racisme, de lutte contre les discriminations, c'est ça aussi qu'on fait. C'est notre feuille de route, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas d'invisibiliser les personnes vivant avec le VIH. Au contraire. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention, de vos remarques, de vos discussions. Et merci à vous tous.